Comment être progressiste au XXIe siècle? C'est le premier thème choisi par les organisateurs de la Fête des Solidarités pour ouvrir leur place des débats. Autour de la table, 4 intervenants. Les députés fédéraux Benoît Drèze pour le CDH et Georges Gilles Quinet du Parti écolo, mais également 2 présidents de parti, avec Bruno Tobach de la SPA et Paul Magnette du Parti socialiste. Nous vous proposons de revivre de larges extraits de ce débat politique et parfois même philosophique. Pour moi, le progrès, c'est à la fois la justice sociale et la justice environnementale. Les deux sont intimement liés, peut-être même de plus en plus. La répartition des richesses est de plus en plus inégalitaire, mal répartie. Chez nous aussi, et que les questions énergétiques, la capacité à se déplacer, à se chauffer, renforce effectivement ces inégalités. Et donc, pour nous écologistes, il faut à la fois une meilleure répartition des richesses qui fasse en sorte qu'on ne laisse personne de côté, mais aussi laisser une terre viable à nos enfants et permettre à chacun de vivre dans un cadre qui est respectueux de sa santé et de son bien-être. Donc notre progrès, c'est celui-là, c'est la justice sociale et la justice environnementale qui sont liées et de plus en plus et qui devraient l'être dans tous les programmes de gouvernement. On pourra poser la question un peu plus tard pour voir si ça l'est effectivement. On le verra. Merci pour cette première intervention, Georges Gilles Quinet. À présent, même question pour Benoît Drèze. Le micro est allumé. Même question, et là vous avez une citation. Le progrès social évoque la volonté sans cesse renouvelée de réformer la société pour rendre celle-ci plus juste. On retrouve le mot justice. Il passe par des adaptations et des transformations constantes, non par une accumulation, entre guillemets, d'acquis sociaux. Donc il y a la notion d'évolution, on y reviendra certainement. Par rapport à ce que Georges a évoqué, je veux simplement ajouter que pour nous, quand le concept de développement durable est apparu il y a un certain nombre d'années, il n'y avait pas 2 éléments, mais 3. Il y avait le social et l'environnemental, bien sûr, mais aussi l'économique. Et donc nous sommes attachés à ce trépied-là. Et dire que pour nous, ce qui est fondamental, c'est l'émancipation de chaque individu, l'humanisme, et que pour ma part, depuis, je crois, 35 ans de carrière professionnelle, les années passent malheureusement, je n'ai cessé, que ce soit sur le terrain ou dans mon action politique, d'être ouvert à tout le monde dans le sens de l'intérêt général, mais dans le but d'émanciper, et pas dans le but, c'est la fin de la phrase, de défendre des acquis sociaux pour eux-mêmes, et forcément pas non plus de défendre la droite, la liberté associée à la notion de droite ou l'argent associé à cette notion de droite. On y reviendra certainement tout à l'heure. Donc une position centriste humaniste. Paul Magnette pour l'EPS, président bien sûr du Parti socialiste. Paul Magnette, même question. Le progrès social, ça représente quoi pour vous? On nous avait demandé de choisir une phrase, et donc moi j'ai choisi une phrase qui est devenue assez connue parce qu'elle a servi dans une grande campagne de communication en France, mais qui était un peu un proverbe utilisé dans les services publics, qui dit « le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, et que s'il profite à tous ». Parce que le progrès, finalement, ça peut terriblement se retourner contre soi-même. Le progrès technologique, on a eu des grandes avancées technologiques extraordinaires au XXe siècle, mais elles ont pu aussi être génératrices de nouvelles tensions sociales, de nouvelles injustices, de nouvelles formes d'oppression. Il faut donc faire en sorte que le progrès, eh bien oui, il profite à tous. Il se fait que les hommes et les femmes ne naissent pas égaux, malheureusement. Ils naissent égaux philosophiquement. On veut qu'ils naissent égaux, comme disait Rousseau, mais dans les faits, ils ne naissent pas égaux, ils naissent avec des facultés physiques, intellectuelles différentes, ils naissent et grandissent dans des milieux, dans des familles très différentes, avec plus ou moins de chances. Et c'est terriblement injuste qu'on ne parte pas avec les mêmes chances au départ. Donc je pense que si la politique a un sens, c'est principalement celui-là. C'est de faire en sorte qu'on corrige les injustices de départ que personne n'a choisies. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul a dit, c'est que le progressisme, pour moi, c'est l'ambition de créer une société où la prospérité bénéficie à tout le monde, et pas uniquement à ceux qui ont la chance d'être à la source de cette prospérité. Ça veut dire aussi qu'il faut à tout moment être vigilant pour voir si les mécanismes qui existent, pour voir si les structures qui existent, pour voir si les systèmes qui existent sont toujours ceux qui sont adaptés pour réaliser cette ambition dans la société d'aujourd'hui.
avec la réalité économique, avec la réalité technologique, avec par exemple le fait qu'il y a de nouveaux défis comme l'écologie, qui n'était pas un problème il y a 100 ans, mais avec le progrès économique et technologique, elle l'est devenue. Parce que nous avons maintenant les moyens de détruire, pour le bénéfice des uns, l'environnement des autres. On va se tourner à présent vers nos concitoyens. On les a sondés, interrogés. C'est une forme de micro-trottoir. On va tout de suite les entendre. Quand on vous parle de progrès social, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je pense tout de suite au progrès je veux dire à la manière dont les gens peuvent vivre aujourd'hui, la capacité qu'ils ont à vivre décemment. Voilà, je pense à ça quand on parle de progrès social, et j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans un progrès social aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être de gauche pour être un progressiste social? Ah non, le social n'est pas l'apanage de la gauche. Un maire pour prendre, ou un bleu, on va rester dans les couleurs, peuvent très bien faire du social aussi, sans doute de manière différente. Vous, si vous étiez un homme politique, votre priorité numéro 1 en matière de progrès social, ce serait quoi? Je serais jamais homme politique, mais ce serait débloquer du budget, quoi, c'est juste ça. Pour quelle matière en particulier? La priorité numéro 1? Aider les gens dans le besoin, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'ont pas accès pour manger. Selon vous, les combats progressistes, ce sont lesquels pour vous les plus importants? Essayer d'organiser le travail, de voir un petit peu, de ne pas les mettre à 70 ans à la pension, mais d'engager les moins de 20 ans à travailler et à les suivre peut-être mieux, mais bon, c'est compliqué. Pour moi, c'est plus un appel à la solidarité. Et là, je trouve que dans certaines couches sociales, on est solidaires les uns des autres, mais une fois qu'on change de classe sociale, c'est un peu la guerre. Ouais. La question était aussi, est-ce que c'est l'apanage, le progrès social, est-ce que c'est l'apanage de seulement quelques partis, quelques formations politiques? Des personnes de progrès, je crois qu'il y en a dans tous les partis. Si je regarde ce qui m'a motivé à la vie politique, je retrouve des personnalités en Belgique, mais surtout à l'étranger, de différentes formations. Il y a du conservatisme aussi dans tous les partis, donc je ne crois pas qu'il faut voir ça sous cet angle-là. Pour nous, le progrès, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est essayer de permettre à chacun de s'émanciper, de grandir, qu'il soit très discriminé ou moins discriminé au départ. Je suis assez d'accord avec les propos tenus sur le fait que l'option politique centrale, c'est d'aider ceux qui ont eu le moins de chance au départ de vivre une meilleure égalité au cours de leur vie. Et sur la question des acquis sociaux que j'ai évoqués aussi, nous sommes évidemment pour maintenir un maximum de dispositifs de solidarité, mais ça n'empêche qu'il faut les moderniser. Et avoir des positions de repli dans une forteresse n'est pas la bonne posture. Paul Magnette, vous réagissez par rapport à ce qui a été dit par les citoyens? J'aimais bien l'idée qu'avançait un jeune qui disait bon, il faut dégager des budgets, ça, oui, c'est toujours, on aimerait bien pouvoir dégager des budgets sans grande difficulté, mais qui disait, quand on lui demandait pourquoi, il disait mais pour aider ceux qui n'ont pas la faculté d'avoir un logement, une formation, etc. Parce que je crois que fondamentalement, c'est ça qui reste le sens essentiel de la gauche, et que parfois on n'ose plus trop le dire. On a peur dans le débat public quand on est de gauche d'avouer que, oui, on doit consacrer l'essentiel de notre temps, de notre énergie, de nos combats à aider ceux qui ont le plus de mal, parce que les autres peuvent s'en sortir. On essaye tous, pour ratisser large, soyons honnêtes, c'est comme ça dans le débat public, on dit les citoyens, les gens, on a comme ça des formules très très générales. Je crois que le sens de la politique engagée à gauche, c'est d'oser reconnaître que, et c'est aussi un grand économiste libéral de gauche, comme Amartya Sen le dit aussi, c'est en luttant contre la pauvreté, en s'attaquant à la pauvreté, que non seulement on est le plus utile pour les gens qui sont en situation de pauvreté, mais pour la société dans son ensemble, parce que la pauvreté est une gangrène. La pauvreté est quelque chose qui mine le moral d'une société, quelque chose qui mine le marché de l'emploi, et quelque chose qui mine les services sociaux, qui mine la vie sociale, la vie dans les quartiers, etc. Donc s'attaquer à ces poches
d'inégalités qui, hélas, se transmettent de génération en génération, c'est, je crois, véritablement le cœur de la gauche. Et j'aime bien cette idée d'un concept de gauche qui est un concept très large, qui couvre tous ceux qui ont envie de défendre cette idée de l'égalité, de s'attaquer à la pauvreté, aux inégalités transmises, dans le champ social autant que dans le champ politique. Je suis d'accord que le sentiment le sentiment social, l'inquiétude sur l'inégalité, c'est pas le monopole de la gauche ou des socialistes, pas du tout. Mais je crois que comme le progressisme, comme je viens de le décrire dans ma première intervention, ça c'est quand même un peu le monopole de la gauche. Et je peux l'illustrer avec deux exemples récents. Par exemple, les banques. Le sauvetage des banques qui a été fait, dans le sens que nous avons repris dans la collectivité les problèmes qu'ils ont causés, les aider à survivre avec les sous de la collectivité, en soi, dans le mécanisme, c'est plutôt socialiste. C'était nécessaire aussi, malheureusement. Le fait que maintenant, à cause de ça, et grâce à ça, ils sont redevenus profitables, ça marche à nouveau dans les banques, pour la droite, ça suffit. Eh bien, pour moi, en tant que socialiste ou personne de gauche, ça ne me suffit pas. Parce que moi, je suis pas du tout content du fait que, pour le moment, ils sont redevenus profitables, mais qu'on constate au même moment qu'ils ne sont pas prêts à donner du financement à des initiatives économiques de grands et petits entrepreneurs qui demandent que ça, un soutien financier, pour pouvoir créer de l'emploi. Avant de passer au deuxième thème, on va tout de suite retrouver Bruno Coleman, que nous avons interrogé. Et il nous livre aussi ses réflexions sur cette question qui nous occupe là pour l'instant. Le progrès est-il l'apanage de la gauche? On l'écoute. Monsieur Coleman, aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément être de gauche pour être progressiste ? Mais je crois qu'on verra bien, parce que l'histoire n'est pas encore écrite, et celui qui va être progressiste, c'est celui qui aura une force de suggestion, de conviction, et c'est important parce qu'on vit des circonstances extrêmement douloureuses en termes économiques, avec une combinaison de chocs qui, à mon avis, vont créer des implosions ou des explosions sociales. On a d'abord une monnaie qui est trop forte, qui a été mal adaptée à des économies faibles. On a des dettes publiques gigantesques et on sait aujourd'hui que sans croissance et sans inflation, elles sont totalement irremboursables. Et paradoxalement, malgré qu'on ait ces dettes publiques importantes, on a un chômage très important. Pour justement susciter ce progrès social, est-ce qu'il faut une révolution politique ? Mais oui, il faut une révolution politique, évidemment, parce qu'on a d'une part une gauche qui est un peu trop archaïque, qui a encore l'empreinte industrielle des années 70 et qui croit qu'on stimule une économie uniquement par l'endettement, en tout cas elle le pense trop souvent. Et on a une droite, si je peux la qualifier ainsi, qui croit que la monnaie, l'euro en l'occurrence, va discipliner la rue et que c'est à coup d'austérité qu'on va avoir une monnaie forte. Et ces deux postulats sont tout à fait fragiles. Et donc, immanquablement, on va devoir trouver un accord entre les marchés et l'État, avec un nouveau contrat social. Peut-être pour vous confronter à la vie des citoyens, de tout un chacun, quand on leur a posé cette question, est-ce qu'il fallait être de gauche forcément pour être progressiste, ils nous ont répondu que non, il fallait tout simplement être un être humain avec des idées saines. Mais je le crois, il faut être d'abord un humaniste, hein, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre, mais surtout il faut avoir une force d'intelligence, de conviction et de suggestion, parce que être progressiste dans des schémas du passé, ce n'est pas être progressiste. Et donc qu'on soit de gauche ou de droite est moins important qu'avoir la capacité de penser différemment, de penser de manière latérale. Et je crois qu'immanquablement, l'état de l'économie va forcer l'émergence d'hommes nouveaux qui vont devoir réconcilier, je le disais, le capital et le travail. Passer au deuxième thème, les francophones sont-ils moins progressistes que les flamands ? C'est vrai que nous avons un autre débat, et probablement parce qu'on se discute et on se parle trop peu. Et puisqu'on se parle trop peu, on part souvent des mêmes principes, des mêmes convictions, des mêmes idées, mais on arrive à d'autres conclusions ou d'autres, parce que bon, un débat va son chemin et arrive quelque part, et tout le monde sait que ça peut aller dans les différentes directions. Ce qui est vrai, c'est que la situation économique dans la plupart de la Flandre est différente.
dans le sens, et c'est historique, dans le sens que nous avons eu très peu, au moins longtemps, la lourde industrie, la sidérurgie, etc., qui a été beaucoup plus vite remplacée par autre chose. Et que donc le paysage est différent. Et les mécanismes qui aident à être solidaires, à mettre la solidarité en œuvre, sont forcément aussi différents. Mais ça ne veut pas dire que la conviction des gens, ce qu'ils ont dans le cœur, est forcément différent. Parce que là, j'y crois pas. Mais le problème, c'est que les clichés des deux côtés aident à radicaliser le débat et à faire qu'on ne veut plus voir la réalité au-delà des slogans. Et j'ai un peu l'impression que c'est le cas dans les deux parties du pays, et c'est ce qui rend difficile à gouverner, à gérer ce pays. Mais je rejoins Bruno sur l'idée que je ne crois pas que la Flandre soit fondamentalement plus conservatrice que la Wallonie. Elle vote plus à droite, ça c'est un fait, c'est les résultats électoraux, mais elle vote plus à droite parce qu'on fait l'accumulation du Vlaams Belang, de la liste de Dekker, etc. Et parce qu'il y a ce phénomène aujourd'hui de question nationale qui n'est pas réglée et que la NVA absorbe donc, et on le voit quand on regarde d'où ça vient, ils ont été pompés partout. Si on veut bien comprendre, faire la différence entre les résultats électoraux, qui oui sont plus à droite en Flandre qu'en Wallonie, à Bruxelles, c'est un fait, mais le substrat de la société flamande qui ne me paraît pas être plus conservateur que la société wallonne et bruxelloise. Je pense que la société flamande est foncièrement progressiste, mais encore travaillée par cette question nationale mal réglée, qui transfère ça dans le champ politique. Oui, hélas, on a un vote très conservateur. On vit en Flandre le même phénomène que dans d'autres régions riches d'Europe, qui ne connaissent pas les mêmes problèmes de développement, d'économie, de non-emploi que la Wallonie. Je pense à la Lombardie, à la Catalogne, et c'est une question d'abord et avant tout de cycle économique. C'est une tendance des régions les plus riches à refuser la solidarité et la redistribution vers celles qui sont temporairement face à des besoins plus importants. Et ça se traduit effectivement par des mécanismes de repli sur soi, l'émergence de certains partis. Alors effectivement, il y a dans notre pays une histoire difficile, un nationalisme qui existe en Flandre comme il n'existe pas en Wallonie, mais tout ça renforce effectivement une vision socio-économique qui n'est pas une vision socio-économique de progrès. Et on est aujourd'hui effectivement face à une difficulté qui remet en cause les fondements mêmes d'un État, et dans les fondements même d'un État, je place la sécurité sociale qui fait partie de notre patrimoine. Et moi, je rêve de réformes qui rajoutent des piliers à notre sécurité sociale pour rencontrer l'enjeu de l'augmentation de la durée de vie, pour rencontrer l'enjeu de l'accès à l'énergie. Et on est systématiquement dans des positions défensives et dans des remises en cause d'un système qui est le plus efficace. Et c'est rare quand je trouve un collègue flamand, je le regrette, qui monte à la tribune le jeudi après-midi au moment des questions d'actualité à la Chambre pour oser parler de solidarité, que ce soit vis-à-vis des personnes étrangères qui fuient leur pays pour des causes de guerre, pour soutenir la sécurité sociale. Et je suis très souvent très fier d'appartenir à un groupe conjoint avec les Groen, et j'ai parfois le plaisir aussi d'applaudir des collègues du SPA, mais après vous retirez l'échelle et c'est très difficile effectivement de pouvoir mener sereinement ce débat de l'importance et de l'efficacité de la solidarité dans la construction d'une civilisation. Le parcours d'intégration, la Flandre a une longueur d'avance de plusieurs années par rapport à nous. Accueillir des migrants en leur disant bon, on vous donne l'asile, le regroupement familial, et puis vous avez le CPS, et les laisser dans des quartiers ghettos, comme on le fait trop souvent en Wallonie, ce n'est pas une solution du tout. Et donc moi, je regarde les progressistes flamands avec beaucoup d'intérêt, et on aurait avantage à s'en inspirer plus. Je partage l'idée, évidemment, que l'accès à l'emploi, puisque c'est ça les termes de la conclusion de Benoît, ne peut se faire que de manière volontariste avec un accompagnement fort. Mais je pense que là-dessus, il y a aujourd'hui un consensus assez large. J'ai toujours, et tant mieux si on dit ça, j'ai toujours été blessé, je dis non seulement agacé, mais blessé
par le discours sur l'assistanat. Quand on dit la gauche fait de l'assistanat, la gauche donne des allocations aux gens et un logement et puis après c'est tout. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux dans la réalité concrète. Personne n'a plus accompagné que nous des demandeurs d'emploi dans la formation. Personne ne fait plus que nous dans le logement social pour essayer de créer de la mixité sociale et éviter des ghettos. Et donc il y a là une espèce de lieu commun sur la gauche qui malheureusement reste dans l'air du temps, qui correspond à des pratiques qui ont existé, je ne le nie pas, mais qui sont des pratiques révolues depuis vraiment longtemps. Et aujourd'hui, nous faisons un travail d'émancipation qui passe, oui, effectivement, si on veut faire... Personne ne souhaite mener des politiques qui conduisent des gens à rester au CPS et à vivre de revenus d'insertion dans un logement précaire. Non, personne ne souhaite dire aux gens, voilà, vous avez une allocation de chômage et puis plus rien du tout. Non, au contraire, on veut le RIS et les allocations de chômage, ce sont des nécessités pour des gens qui sont face à des drames de l'existence. Je m'inquiète beaucoup, par exemple, pour ce qui va se passer au Limbourg, après qu'on aura la fermeture définitive de Ford, parce que là, c'est aussi, pour moi, dans une période économique difficile, dans une région qui n'a pas le même demande d'emploi industriel ou même offre d'emploi industriel pour l'instant que l'avait la région bruxelloise à l'époque, je ne sais pas si on va avoir le même effet, le même résultat des mesures qui ont été prises. Et donc c'est la mesure, c'est l'effet. Donc c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a le résultat. S'il ne faut pas donner d'allocation de chômage parce que tout le monde trouve de l'emploi, tant mieux. Est-ce que la politique en soi a tous les moyens, toutes les armes qu'il faut pour organiser la société? Je crois qu'aujourd'hui, la politique en soi, non. Parce que le rapport de force entre la politique, l'économie, avec la globalisation, l'économie internationale, les marchés internationaux, est fondamentalement changé vis-à-vis d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans. Donc la politique en soi a beaucoup moins de pouvoir direct, a toujours beaucoup de pouvoir, et beaucoup de moyens, et beaucoup de possibilités, mais pas autant qu'avant. En tant que mandataire, est-ce qu'il y a... Moi, je voudrais bien développer d'autres idées, aller plus vite, plus loin, plus rapidement. Est-ce qu'on a déjà vécu ça? Mais donc, on est tous confrontés à deux logiques contradictoires. Une responsabilité première qui est de réfléchir les évolutions sociales et de venir avec des propositions de nature à accompagner cette évolution et à moderniser la vie. Et l'autre élément, c'est qu'on va nécessairement à chaque fois un peu effrayer la population et susciter des phénomènes de peur. Et on doit toujours mesurer jusqu'où, disait Jean-Luc Dehaene, on peut aller trop loin. Mais c'est dur la vie politique dans certains cas. Et je comprends qu'on soit parfois prudent, mais je crois que c'est notre responsabilité, et c'est le cas ce matin, de faire évoluer les choses et d'avoir parfois des débats contradictoires, de ne pas toujours être d'accord entre nous. Moi, je trouve effectivement que le politique décide de moins en moins, qu'il est de plus en plus dépendant de contingences externes. Alors, je ne vais pas considérer la Commission européenne comme quelque chose d'externe. Je suis un fédéraliste convaincu. Écolo est un parti fédéraliste, mais effectivement, les positions qui sont défendues par quelques technocrates sont vraiment inquiétantes. Mais dans le cadre de la crise financière que j'ai beaucoup étudiée, j'ai passé quelques heures en commission des finances, en commission Dexia, on peut vraiment avoir le sentiment, en tant que citoyen, en tant que mandataire, que il y a un déplacement des lieux de décision et un vrai déficit et un vrai recul démocratique par rapport à la puissance des marchés. Il faut beaucoup moins d'énergie pour conserver une situation acquise que pour essayer de changer les choses en profondeur. Alors je suis aussi mandataire local depuis peu de temps. Le poids des habitudes, le poids du « on a toujours fait comme ça », le poids du « ouais mais ton truc c'est un peu compliqué, je comprends bien l'intention mais les gens vont jamais nous suivre », c'est pas évident. Le progrès, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est payant finalement au niveau politique? Mais bien sûr, Georges l'a dit justement, les mécanismes sociaux qui existent aujourd'hui ne sont pas nés comme ça. Tout ça s'est construit petit à petit et ils n'ont jamais cessé d'évoluer et ils vont continuer d'évoluer parce que le monde change, parce que de nouveaux défis apparaissent et on en discute sans arrêt. Et je rejoins
Bruno et Georges là-dessus aussi. Ce qui est très important, c'est la démocratie interne dans un parti, mais aussi la discipline de majorité. On a, comme tout le monde, un bureau de parti tous les lundis matins. Il y a une centaine de représentants qui représentent les différents parlements, les principales villes, les principales régions. Chacun s'exprime, c'est la totale liberté. Il n'y a aucune impossibilité de s'exprimer, parce que c'est aussi à huis clos, ce qui permet aussi aux politiques de dire fondamentalement ce qu'ils pensent sans craindre les foudres des donneurs de leçons dans l'opinion. La vraie contrainte que je ressens en politique, c'est exactement celle que Benoît Drèze a évoquée, c'est cette difficulté sur des sujets difficiles d'affronter une opinion publique dont on sait qu'elle a des préjugés très forts et que certains vont exploiter. Il y a des sujets comme ça très délicats, très importants aussi politiquement, mais où la principale barrière, c'est un certain poujadisme et la manière dont certains l'exploitent. Le courage en politique, c'est effectivement pouvoir affirmer ses idées, y compris quand elles sont moins populaires ou faciles à contrer d'un point de vue citoyen dans le cadre d'un débat, et c'est d'oser la réforme, même si elle risque de coûter 1, 2 ou plus de 2%. Et bon, heureusement, on a regroupé les élections, mais dans notre pays, on votait à peu près tous les ans. Ça n'aidait pas, surtout avec des collègues qui étaient candidats à chaque élection. Mais moi, j'espère plus de courage en politique et plus de reconnaissance des citoyens et des associations pour ce courage. Mais c'est pas toujours le cas, mais voilà, c'est la démocratie, elle fonctionne comme ça. Le vrai courage en politique, à mon sens, c'est de savoir faire des compromis. Il n'y a rien de plus facile que rester dans sa posture avec sa vérité en disant « moi, j'ai raison là-dessus, je ne fais pas de compromis » et il n'y a rien qui bouge. La vraie difficulté, et à nouveau, il y a de très belles pages de Jaurès là-dessus aussi, ou bien on croit que demain le capitalisme va s'effondrer et que la révolution mondiale va advenir, et c'est très bien, ou bien on ne voit pas très bien où sont les signes qui montrent que ça va arriver, et le vrai courage, c'est d'affronter le système. C'est de l'affronter, c'est de construire des rapports de force, c'est d'essayer de convaincre l'opinion, et puis ensuite, à un moment donné, de se dire « bon, honnêtement, vu le rapport de force, j'ai déjà obtenu tout ça, je n'obtiendrai pas plus. Il faut savoir cueillir, comme on dit. Et voilà, c'est le temps de cueillir et de faire un compromis et d'expliquer ensuite aux gens qui vous ont fait confiance, voilà ce que j'ai obtenu, voilà ce que je n'ai pas obtenu, mais pour telle et telle raison. Et ça, c'est une pédagogie politique qui n'est pas facile à faire. Et on doit, quand on le fait, affronter toujours les colibets, ou bien de donneurs de leçons professionnels, ou bien de gens qui sont comme ça enfermés dans des espèces de certitudes, de valeurs absolues, mais qui n'ont jamais éprouvé dans la dure réalité du monde tel qu'il est. Le vrai problème, c'est comment on y arrive, comment on passe du point où on est là aujourd'hui jusqu'au point où on est là-bas. C'est pour ça que ça m'agace profondément quand je vois des éditorialistes dire « il faudrait faire ça ». Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi n'ont pas le courage? Il faut reporter la charge fiscale, moins sur le travail, ceci, cela. Oui, mais c'est très compliqué à faire dans le monde réel. Et ce que devrait être, à mon sens, le vrai travail d'analyse critique des leaders d'opinion, c'est de montrer ça. C'est montrer qui empêche ce changement, qui le bloque, pourquoi, comment le débloquer. Donc la vraie difficulté en politique, c'est pas de savoir quel est le monde dont on rêve. Chacun a sa vision du monde dont on rêve, et c'est assez facile de concevoir un monde idéal. La vraie difficulté, c'est d'analyser le monde réel et de voir comment déceler des éléments qui nous permettent d'avancer vers le monde idéal.